Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur SICA et bel et bien sur l'émission Angle de vue. Nous vous proposons le décryptage de ce qui fait l'actualité sur le continent durant 45 minutes. Nous allons donc nous y atteler. Et bien sûr, je parlais donc de l'émission Angle de vue, l'inaction ou la lente réaction de l'Union africaine face à certaines préoccupations sur le continent. Nous amène donc à nous demander si un jour l'Union africaine peut véritablement défendre avec fermeté, bien sûr, les intérêts des populations africaines face à leurs oppresseurs. L'autre préoccupation qui fera débat en deuxième partie de l'émission a trait donc à la République démocratique du Congo. Dans ce pays, on parle de la révision de la Constitution. Nous allons donc chercher avec nos invités à savoir si le dialogue politique dans ce pays est désormais dans l'impasse. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci encore de prendre le rendez-vous de cette émission de 45 minutes. Mais avant de retrouver le débat, retournons donc à la régie pour constater ce qui fait l'actualité sur le continent. L'Éthiopie subit la plus grave sécheresse depuis 30 ans et a besoin de soutien immédiat pour sauver des millions de personnes affectées. A mis en garde dimanche le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. La sécheresse a fait augmenter considérablement le nombre de personnes touchées par la famine en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie. En Égypte, 2 policiers et 2 militaires ont été tués dimanche dans 2 attaques à la bombe dans le Sinaï, ont indiqué les responsables de la sécurité. Les militaires et la police sont la cible d'attaques djihadistes dans le nord de la péninsule du Sinaï, bastion de la branche égyptienne du groupe État islamique. Amnesty International s'est insurgé lundi contre la réintégration dans l'armée nigériane d'un général soupçonné par l'ONG d'être responsable du meurtre de milliers de prisonniers dans le cadre de la lutte contre le mouvement islamiste Boko Haram. Retour sur ce plateau de l'émission Angle de vue. Mes invités en ont Herbert Wimbo, directeur de publication du quotidien éditorial. Herbert Wimbo, bonjour. Bonjour, excellent ami. Merci donc de répondre à notre invitation. Ralmeg Gandaro, juriste, spécialiste en droit de l'homme. Bonjour et merci également d'être invité sur ce plateau et de répondre à votre invitation. Bonjour. Alors, avant de retrouver mes invités pour entrer dans le vif du sujet, nous allons donc retrouver la transition. Vous le savez, c'est depuis dimanche, l'Union africaine a renoncé à envoyer dans l'immédiat une force de maintien de la paix au Burundi, en proie à une crise politique meurtrière face à la réticence de plusieurs chefs d'État africains et à l'opposition frontale de Bujumbura. Désigné samedi nouveau président en exercice de l'organisation continentale, le président tchadien Idriss Déby avait égratigné son auditoire. Nous nous réunissons trop souvent, nous parlons toujours trop, nous écrivons toujours beaucoup, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. Sur le Burundi, une fois des priorités de ce 26e sommet de l'UA clos dimanche, les chefs d'État ont choisi donc de privilégier la discussion avec Bujumbura et de surseoir à l'envoi d'une mission de stabilisation de 5000 hommes dont le principe avait pourtant été acté mi-décembre par l'Union africaine. Herbert Wimbo, quelle lecture faites-vous des propos du tout nouveau président pour 12 mois au moins, de Idriss Déby, donc, qui estime que nous parlons trop, mais on agit peu? Non, c'est un secret de la palisse que de constater que l'Union africaine n'a pas les ressources politiques, les ressources matérielles et financières pour s'assumer en période de crise. Et ce que le président tchadien a dit n'est qu'une constatation réelle des faits. Beaucoup de réunions, beaucoup de communiqués, manque de fermeté, parce que il y a des intrigues au niveau de la région, il y a des intérêts au niveau de la région qui font que on veut toujours marcher sur des œufs. Et vous verrez que, in fine, l'opinion africaine demandera encore aux Nations Unies, demandera aux puissances occidentales de venir intervenir au Burundi. Il faut reconnaître qu'il y a une sorte d'incapacité, qu'il y a une sorte de faillite de l'organisation. La faillite sur tous les plans. Parce que ce qui fait une organisation, c'est sa capacité à régler par elle-même les problèmes qui lui sont posés par le cours de l'histoire. Et de ce point de vue-là, on traîne,
on ne veut pas réagir. Et vous voyez même qu'en confiant la situation du Burundi, n'est-ce pas, aux pays de la région, on n'est pas allé loin, on n'a pas avancé. Alors qu'il faut, à l'heure où nous parlons, agir autrement. Agir autrement, c'est... Agir autrement, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même une délégation qui sera donc mise en place parce qu'on ne connaît pas encore l'effectif du chef d'État quand même pour aller rencontrer le président Pierre Nkurunziza. Mais avant de vous retrouver pour savoir comment vous pensez qu'on peut agir pour régler ce problème, je vais retrouver Ralmed Ganaho pour savoir si véritablement le président tchadien a raison de dire par exemple qu'on bavarde trop, on se retrouve trop, mais qu'on n'agit pas. Oui, je crois que, comme l'a dit Héberg, c'est une réalité en fait que nous sommes en proie aux nouvelles formes de terrorisme, c'est-à-dire le terrorisme djihadiste qui nous menace sérieusement. Et lui, il est dans une position où actuellement il souffre sérieusement par rapport à la Libye. C'est-à-dire que quand vous laissez la Libye, le territoire tchadien, c'est la première zone tampon entre la Libye et l'Afrique subsaharienne. Donc, il sait quelle pression il subit en fait de cette menace terroriste et quelles mesures hardies en fait il devrait, dans une solidarité de l'Union africaine, et manifester pour faire face au mal. Donc, quand vous avez déjà ces problèmes-là qui sont là, que vous n'avez pas à résoudre, et vous voyez la situation au Nigeria, au Mali, au Burkina, la dernière fois, ils nous ont rappelé qui pourrait aussi agir là. Au Niger, n'en parlons plus. Et au Cameroun. Et donc, déjà, ça, c'est une question fondamentale qui interpelle tous les gouvernements africains aujourd'hui. Et je crois que le choix de Déby par les chefs d'État africains, c'est parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, la priorité pour l'Afrique, c'est combattre le terrorisme. Parce qu'au niveau où c'est arrivé, quand ça s'installe, tout ce que nous disons en matière de droits de l'homme, de droits civils, politiques, de droits économiques, mais c'est que tout ça là, ça disparaît. Justement, vous abordez là un pan de ce sujet parce qu'aujourd'hui, on sait que Boko Haram, par exemple, menace à la fois le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et beaucoup d'autres pays. Mais aujourd'hui, les forces armées camerounaises n'ont pas la possibilité d'intervenir sur le sol nigérien parce que là, il y a un problème qui se pose entre ces deux États et pourtant, ils font tous partie de l'Union. Est-ce que là, vous ne voyez pas qu'à la fois, nous voulons quand même quelque chose et son contraire? C'est en cela, justement, que le choix de Déby est bienvenu parce que, sans avoir cette posture, il a tenté vraiment de ratisser l'âge, parlant de synergie d'action contre le terrorisme. Et vous savez, quand vous embrassez comme ça, cette question-là, sans avoir l'étoffe, sans avoir une posture officielle, il y a certains qui vous résistent à rentrer dans la danse. Et donc, tout le monde sait que Déby est décidé en tant que soldat à finir avec ça. Et vous savez, ce n'est jamais anodin. Hein. Il a son interview accordée à Jeune Afrique, sa récente interview, c'est qu'il disait en fait qu'il y a aussi dans la zone des crises africaines un agenda extérieur au continent africain qui vient souvent influencer, pas forcément dans le sens positif, soit influencer la résolution des problèmes africains. Ça veut dire en fait que, et ce n'est pas anodin aussi que Boko Haram n'intervient que dans les zones où vous avez du pétrole. Vous voyez, vous avez des richesses minières. Et donc, ça pose un problème en fait de leadership et en même temps de capacité pour les Africains à s'assurer, à protéger leurs intérêts. Donc aujourd'hui, vous voyez un Déby qui est au front et qui veut préserver non seulement les intérêts du Tchad, mais aussi les intérêts des pays qui l'entourent, parce que s'il ne les préserve pas les autres, le mal chez eux peut arriver chez lui. Mais est-ce qu'il est compris comme ça, Wimbo, parce que là, il y a au moins 12 présidents africains qui se sont quand même opposés farouchement à cet envoi de forces de maintien de paix au Burundi, et ils vont jusqu'à dire que sans l'aval du pays, on ne peut pas le faire. Est-ce que comme ça, cela est perçu comme une agression? Non, ça dépend. C'est-à-dire que la question du Burundi devient de plus en plus une question complexe. De par l'histoire. On sait très bien que les forces d'interposition ou les forces de maintien de la paix sont souvent des alibis ou bien participent, n'est-ce pas, à des activités qui vont au-delà de leur mandat. Et la région, il y a le Rwanda, vous voyez, cette région, et avec le génocide, il y a beaucoup qui sont prudents par rapport à cela. Mais ce qui est véritablement en cause dans la sous-région, c'est la question de la responsabilité des chefs d'État. L'acte constitutif de l'UE a prévu beaucoup de mécanismes. Nous avons le mécanisme de maintien de la paix, le mécanisme même d'alerte précoce.
Et donc, on devrait déjà anticiper sur ces questions-là. Mais volontairement pour des questions d'intérêt politique immédiat, parce que eux tous dans la sous-région veulent se maintenir au pouvoir par tous les moyens, puisque nous irons bientôt, nous parlerons aussi du Congo de l'autre côté de la rive. Vous voyez, donc, et pour cela, il y a des accords tacites, il y a des choses qui se passent de l'autre côté de la frontière. Et je pense que le vrai problème, c'est la question de la responsabilité. Mais au-delà de la responsabilité, c'est que est-ce que l'Union africaine a les moyens de maintenir la paix dans la sous-région? Ils ont quand même une armée aujourd'hui. Non. Est-ce qu'ils ont les moyens? Non. La question des armes, vous voyez, c'est une question. Non, c'est pas pour aller tirer forcément sur la population, mais également assurer. Non, le maintien de la paix. Comment ça se passe à l'état actuel, oui, à l'état actuel au Burundi, ce n'est pas le dialogue. Les gens se tirent dessus, il y a des armes qui circulent. D'où la nécessité d'une force interafricaine pour s'opposer entre les forces burundaises qui tirent sur la population et cette même population qui veut résister à cette oppression. Idriss Déby seul ne peut rien. Le Tchad seul ne peut rien. Il doit être soutenu. Il doit être soutenu par des soldats volontaires. Il faut que l'Union africaine montre qu'elle est capable de gérer ces problèmes. Or, elle n'est pas capable de gérer ces problèmes. Et vous verrez à la fin, on demandera une résolution des Nations Unies, on demandera à l'ONU d'intervenir parce que il intervient, parce que quand vous êtes sur tous les fronts, il est aussi menacé. Il faut aussi la sécurité intérieure. Et il y a Ganaro qui évoquait déjà le tampon avec la Libye, qui est un foyer incandescent du djihadisme primaire, du djihadisme et de la violence meurtrière, et qui constitue une pression pour le Tchad. Le Tchad seul. Mais est-ce que face à ce imbroglio-là, il faut croiser les bras? Non, il ne faut pas croiser les bras. Il faut avancer, il faut agir. Et c'est ce que Idriss Déby demande. Il veut du soutien. Et ce soutien ne doit pas être seulement au niveau africain. Il faut voir aussi au-delà du continent, donc encore de l'ONU pour être soutenu. Oui, mais l'ONU a quand même souhaité l'envoi de cette force-là, mais justement, Ban Ki-moon l'a réitéré, mais il n'a pas été écouté. Mais ces pays qui se sont opposés, spécialement la Gambie, l'Ouganda par exemple, quelle finalité voyez-vous dans cette action? Non, vous savez, chacun, lorsque le Gambien, à des fois, nous annonce qu'il est devenu un pays islamique et que voilà, vous savez, quand chacun crée son territoire de voyoucratie, il commence par en même temps à sentir que si, par jurisprudence, je concède à ce qu'on a géré le problème dans l'autre, et chez l'autre, ça pourrait s'appliquer à moi plus tard. Donc, le Gambien sait qu'il est devenu un voyou et que s'il coopère à certaines décisions, bon, de plus en plus, ça peut agir sur lui. Donc, c'est normal, ça ne s'analyse même pas. Au fond, ça se constate. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut Déby, dans son interview, précisait, il disait clairement que non, ils ont décidé d'accord de ne pas intervenir, mais si ça tergiversait trop, si le gouvernement burundais ne décidait pas au plus vite par un dialogue politique, lui va intervenir. Il a réitéré ça. Déby l'a réitéré, qu'il va intervenir s'il ne résolve pas. Parce que, vous savez, mais il y a ce on principe, ne peut pas permettre au niveau de l'Union qui veut quand même que l'Union n'interfère pas dans les affaires intérieures des pays. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un verrou qu'il faut sauter? Non, ce n'est pas les affaires intérieures. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que le Burundi appartient à une communauté de valeurs. L'Union africaine est une communauté de valeurs. Et lorsque un membre de cette communauté-là empiète sur toutes les valeurs, ils ne sont pas encore sortis encore de l'UA, qu'on sache. Ils sont encore dedans. Mais ils font quoi de leurs engagements? Ils sont engagés, la Charte africaine des droits de l'homme. Ça les engage. Et donc, jusque-là, c'est bien, mais il ne faut pas que leur situation dégénère, parce que nous sommes suffisamment concentrés sur la question du terrorisme. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez dégénérescence? Parce que moi, je veux savoir, oui, il y a déjà plus de 400 personnes tuées juste au lendemain de cette élection à ce jour, et les violences continuent. Alors, ça va jusqu'à quel degré alors peut-on commencer par parler de dégénérescence de la situation? Non, mais déjà, la vie est sacrée, même avec une seule personne, il ne faut pas banaliser les vies humaines. Mais je pense que l'ampleur du massacre, devrait interpeller la communauté internationale. Et partout, les Nations Unies sont chez eux. Je dis partout. S'il est question de droits de l'homme, s'il y a de massacres, de génocide, on ne peut pas considérer ça comme une affaire intérieure. Non. Nous appartenons à la communauté, nous appartenons à la... Et la planète, notre humanité, a une histoire. Nous avons connu des guerres meurtrières, la première guerre, la deuxième guerre mondiale.
Et l'ONU aussi a une histoire. Donc on ne peut pas considérer que ce qui se passe au Burundi est une affaire intérieure au Burundi et Nkurunziza va se permettre de perpétuer les massacres sous prétexte qu'il est en train de défendre une légitimité ou l'intégrité du territoire. Je suis convaincu que si, grâce à la diplomatie sous-régionale, grâce à la diplomatie que devrait mener Idriss Déby, si on arrive à convaincre davantage le Rwanda, convaincre les alliés, bien les ténors ou bien les leaders de la sous-région, on trouvera une solution politique. Mais à défaut d'une solution politique, à notre corps défendant, la solution risque d'être militaire. Parce que lorsque un pays se désengage comme le Burundi, il devient un pays artificiel, il devient un terreau de tout, du djihadisme, de la délinquance, du trafic et tout et tout. Et donc, il faut éviter cela. Il faut anticiper. Et n'oubliez pas qu'au Burundi, il y a des minorités au sein, n'est-ce pas, de ce pays, qu'on retrouve aussi de l'autre côté du Rwanda. Et donc, Kagame observe avec beaucoup de prudence ce qui se passe au Burundi et sait très bien qu'il doit avoir une limite à ce qui se passe. Et il appartient donc à l'Union africaine d'aller au-delà des contradictions pour trouver une solution politique négociée. Mais justement, je me fais savoir, Wimbo, vous savez, depuis la naissance de cette crise, là, il y a quand même le président Yoweri Museveni qui est nommé médiateur. Tout dernièrement, l'Union africaine a enjoint Boni Yayi, le président béninois, pour intervenir également, partager son expertise, mais il a été déclaré persona non grata par Bujumbura. Et aujourd'hui, on parle d'une délégation qu'on vient envoyer. Vous demandez à l'Union de négocier une solution politique avec le Burundi. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que les autorités burundaises veulent vraiment que cette crise-là trouve une issue? Mais vous savez, le jusqu'au-boutisme aussi a ses limites. Je suis convaincu que, là, c'est sur le plan humain et même spirituel, qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous parler pour que vous soyez plié sur cette terre. Et il y a toujours quelqu'un, quelle que soit votre rigueur, quel que soit votre radicalisme, il y a sur la planète Terre quelqu'un qui peut vous parler, vous pouvez plier. Car en réalité, un chef d'État n'est rien sans son entourage, n'est rien sans les institutions. Comme on dit chez nous, dans notre langue, gain, non gain. Il doit avoir des gens. Et c'est vers eux qu'il faut parler. Il faut montrer aux gens qu'ils ont intérêt à ce que le Burundi soit tranquille. Ils ont intérêt à ce que le Burundi soit tranquille. Et ça, il faut le démontrer. Et cette démonstration n'est pas simple. Parce que ce que je dis en théorie, c'est bien possible. Mais dans la pratique, un troisième mandat avec tous les privilèges que les gens ont, laisser le pouvoir même démocratiquement n'a jamais été une chose facile. N'a jamais été une chose facile. En tout cas en Afrique. Ça n'a jamais été facile. Et donc, il faut nécessairement, parce qu'une guerre de pauvres n'apportera rien. Imaginez qu'on déclare la guerre à Nkurunziza, nous aurons des forces loyalistes fidèles au président, qui ont des intérêts là et qui sont nourris grassement, qui vont se mettre à s'entretuer, une guerre de pauvres en réalité, et tuer comme des animaux sauvages. Et par conséquent, je pense que si la situation n'était pas l'Union africaine, il faut que le Conseil de sécurité, au nom du principe humanitaire, puisse se saisir et apporter la lumière au niveau de ce petit coin du globe où le non-droit semble être la règle. Almeg, est-ce que vous avez la même lecture de cette position du Burundi qui a toujours pendant longtemps rejeté les médiations, surtout le dernier en date, c'est Yayi Boni qui devrait se rendre dans le pays rencontrer le président Nkurunziza. On lui a dit qu'il n'est pas la bienvenue à Bujumbura. Non, tout dépend aussi, en fait. C'est une question de leadership et de méthode. Pendant qu'on l'envoyait, il n'y avait pas, disons, un certain, pour ce que j'avais perçu dans le temps, il n'y a pas un certain consensus autour de sa personne. Et il y avait des précédents sur lesquels peut-être les gens avaient les yeux rivés et ne le voyaient pas forcément peut-être comme le meilleur. Mais la question, aujourd'hui, ce n'est plus les refus du Burundi de coopérer. Moi, j'ai pris bonne note en fait de la sommation, parce que c'est comme une sommation, la sommation de débit. Oui, on voulait gérer ça à l'interne, mais si ça perdure, nous devrons intervenir. Parce qu'on ne peut pas, pendant qu'il y a déjà, on est déjà au front, sur des espaces déclarés de non-droit, avec Boko Haram, avec AQMI et consorts, on ne peut pas
consacrer encore des espaces de non-droit à l'intérieur du Burundi ou bien des conflits entre Rwanda, Burundi, ainsi de suite. Et puis, pour parler en fait de l'intervention des Nations Unies, je pense que jusqu'à ce qu'on réorganise les Nations Unies, il faut que les États, que ce soit africains ou dans le monde, trouvent des mécanismes efficaces pour régler le problème. Parce que le défaut de régulation des Nations Unies et l'exposition que Poutine a fini par faire en fait du dysfonctionnement des Nations Unies amène tout le monde à prendre ses responsabilités. Et je pense que la posture, le discours en griffe du chef de guerre de Déby est pratiquement en fait une prise de responsabilité d'un leader un peu à l'image de Poutine sur le continent africain. Vous avez vu comment elle a réagi au Mali, au Niger. Et on a tout fait de dire que oui, les forces françaises sont venues libérer le Mali, mais il y a eu des soldats tchadiens qui sont morts au front au Mali, qui ont fait de lourds sacrifices tant au Mali qu'au Niger. Et ça, parce qu'ils voient le mal venir. Ils voient le mal venir et ils savent que les origines de la crise de l'autre côté ne sont pas loin de lui. Et la preuve, c'est que Boko Haram est là, tu vois, Kakmi est là. Tu vois. Donc, la situation, dans votre introduction, c'est-à-dire sa lassitude par rapport vraiment à cette inertie de l'Union africaine, à tout le temps discourir sans agir, c'est une réalité parce que quand vous êtes vraiment épris des droits de l'homme, vous constatez qu'aujourd'hui, il y a des territoires sur le continent africain, dans notre sous-région ici, qui ont des espaces de non-droit. Et pour rétablir ça, il y a un minimum, c'est-à-dire de consensus de synergie pour combattre le mal. Et la nouvelle forme de mercenariat que certaines forces extérieures ont trouvé, c'est le terrorisme. Et il faudra par tout moyen combattre ça. Donc, le Burundi, pour Déby, je crois, paraît comme une distraction. S'il a un an à faire et s'il veut se concentrer pour régler des problèmes pour lesquels je crois que les gens ont fait confiance et l'ont positionné, et la menace de la Libye qui est là, en haut de lui, oui, c'est-à-dire qu'il va se permettre, lui, vraiment de gérer la distraction du Burundi. Je pense que c'est une clémence que de dire aux Burundais, gérez ça entre vous, on vous donne en fait une période, c'est-à-dire un temps de moratoire, gérez ça entre vous, mais si vraiment ça doit nous inquiéter alors qu'on est concentré sur d'autres questions plus sérieuses, on viendra gérer et puis on ne continue pas sur les questions sérieuses. Le fait que le président Nkurunziza ne se soit pas rendu à ce sommet-là, est-ce que vous ne pensez pas déjà que c'est une façon pour lui d'afficher encore davantage sa sérénité et montrer qu'il peut défier l'Union africaine? Non, en fait, vous n'avez pas... C'est une manière pour lui en fait de dire qu'il n'adhère pas. Il sait déjà en fait ce qui se déciderait. Et il sait déjà en fait aussi que le consensus qui faisait autour de Déby, c'est qu'on prenait enfin un chef de guerre en face de lui. Il comprend très bien, c'est-à-dire, c'est comme je le dis par rapport à Djamé, ils comprennent très bien dans leur posture. Parce que vous voyez, pendant que nous sommes en face de Boko Haram aujourd'hui, hein, d'Akmi aujourd'hui, vous voyez des comportements, des décisions et des déclarations du Gambien et de nature à inquiéter. Hein, lorsqu'on sait vraiment que nous sommes sous la menace de personnes qui, en fait, sous couvert religion, alors que cette religion est une religion de paix, mais sous couvert religion, en fait, installe des zones de non-droit, trafic de drogue, viol, tout ça, ainsi de suite. Non, ça pose un problème et je pense qu'on n'a pas à s'intéresser, en fait, à qu'est-ce que Nkurunziza, au niveau où il est arrivé, il pense. Il faut que vraiment nous soyons en communion avec les Burundais qui souffrent. Il est question de droits de l'homme dans ce pays-là. Et un individu ne veut pas sacrifier. En fait, non, c'est pas possible. Il s'agit d'un individu. Eh bien, Rimbo, le président Nkurunziza a dit qu'il combattra avec la dernière force, cette force africaine qu'il qualifie d'occupation et d'invasion. Non, je crois que ce sont les propos d'un agonisant, un chef d'État qui a perdu la boussole, a perdu le bon sens. Vous croyez? A perdu le nord, oui. Parce qu'en réalité, pour ces mandats constitutionnels, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Et voyant tant d'hommes, tant de Burundais au sol, avec du sang, est-ce qu'il y a une fierté à être à la tête d'un État où vos compatriotes croupissent sous des balles qui sont en réalité des balles de paix? Car l'armée régulière, l'armée républicaine, est là pour maintenir la paix. Ce n'est pas pour tirer sur les enfants du pays. Et quand on fait ça et on dit qu'on va combattre l'Union africaine, il sait très bien qu'il n'a ni les moyens, ni la stratégie de combattre l'Union africaine. Non, on ne peut pas. Il le dit parce qu'il est soutenu par un certain nombre de chefs d'État qui se trouvent dans le même syndicat que lui, le syndicat de promotion du non-droit, le syndicat de pillage des ressources du continent. Sinon, il n'a ni les moyens. Si Idriss Déby est soutenu honnêtement, sincèrement et de façon coordonnée dans une synergie,
le Burundi, le président burundais sait très bien que les Africains ne sont pas si incapables qu'on le projette dans les médias occidentaux, qu'on peut prendre nos responsabilités en le dégageant. On peut le dégager sans problème, car en réalité, s'il est asphyxié de tous les côtés, il sera obligé de déposer les armes et de se rendre. Parce que nous avions vu ici, mais tout près de nous, comment est-ce qu'un peuple peut s'organiser pour faire partie un chef d'État et qu'il ait fait 27 ans au pouvoir. Et donc, le Burundi... Ça ne marche pas partout. Parce que non, ça a commencé au Burundi, oui, mais ça a ne échoué, marche ça a pas. été étouffé. Ça ne marche pas quand il y a des complicités hypocrites autour de vous. Si Nkurunziza est lâché par ses soutiens discrets ou semi-discrets, il sera obligé de convoquer des assises, de convoquer un dialogue et chercher une porte de sortie. Si pour l'instant, il a l'arrogance, il a l'insolence de dire que l'Union africaine ne peut rien, qu'il s'agit d'invasion, c'est parce qu'il est soutenu par ses voisins. Parce qu'on a vu aussi le comportement de ses voisins qui tergiversaient dès le début et qui ont mis le dispositif d'alerte précoce tout en danger. Parce que là, tout est à reconstruire. On a vu le danger. Il y a des rapports au niveau de la Commission paix et de l'Union africaine. Il y a beaucoup de fiches qui annonçaient déjà que c'est une poudrière qui est en constitution. Mais on a fait fi et nous voilà maintenant dans une situation. Maintenant, comment il faut faire pour sauver les populations civiles? Voilà. C'est cela qui est la question. Mais je crois que ce qui est en cause, c'est la qualité des leaders africains. Ce qui est en cause, c'est la responsabilité des leaders africains. Et qui sont ceux qui doivent gérer nos États. Ils doivent être des hommes de cœur. Ils doivent être des croyants au sens de l'amour. Parce que le président Nkurunziza, c'est le pasteur. Mais bon, les pasteurs, c'est l'homme de Dieu. C'est des gens, bon, c'est les pasteurs, vous avez bien dit. Ces gens de pasteurs, nous en avons aussi au Bénin, partout. Oui, ils sont en costume comme vous, Bible, mais c'est là même. Mais ce ne sont pas les hommes qu'il faut suivre, c'est la parole de Dieu. Où il est dit dans la parole de Dieu, qui est d'abord amour, quelle que soit la religion, une religion d'amour. Je ne parle pas des travestis qu'évoquait tantôt M. Ganaro, je ne parle pas de ceux qui, sous le couvert de quelques versets, de quelques sourates, s'imaginent des choses pour mentir au nom, n'est-ce pas, de ceux qui ont eu la révélation divine de conduire le peuple. Je vais parler des prophètes et puis je vais parler aussi des messies. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il faut transformer le cœur du leader. Donc, il suffit plus seulement d'être badé de diplômes, de sortir de Harvard, de faire l'ENA et autres. Ce qui est en cause, est-ce qu'on a le cœur? Est-ce qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes? Parce que quand il n'y a pas d'amour, on arrive à cette situation. Ce débat, il y a aussi la question de l'État islamique. Vous l'avez déjà dit, la Libye est aux côtés du Tchad et même en dehors du Tchad menace quand même toute une région, la région du Sahel. Oui. Et juste un petit mot, en fait, c'est que même Nkurunziza par rapport au contexte burundais, il est en train de donner cette légitimité à l'intervention extérieure pour autant qu'il semble déplacer le problème de son contexte politique à des relents identitaires, à un problème ethnique. Alors que dans la sous-région, en fait, les Tutsis ne sont pas seulement en fait, dans son pays, ils sont aussi dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas le laisser s'amuser comme ça. En fait, c'est une question qui concerne tout le monde. On ne peut pas le laisser s'amuser comme ça. Il s'amuse avec un problème, une patate très chaude. Et il faudra tout de suite, s'il n'a pas sa responsabilité, vraiment le mettre hors d'état de nuit. C'est très important. Alors, l'Union africaine s'est également prononcée sur la menace que constitue aujourd'hui l'État islamique, surtout dans la région libyenne, qui peut toutefois embraser le reste des pays. Oui, le potentiel est là, un potentiel énorme, un potentiel nocif énorme. Et c'est en cela que je trouve que, pour une fois, c'est-à-dire les gens se sont regardés, ils ont dit, bon, là, nous sommes en face d'un problème très sérieux. Et ils ont été vraiment reconnaissants envers Déby. Parce que ces derniers temps, j'ai vraiment constaté en fait que, en Déby, un leader africain qui peut être, bon, quoi qu'on dise, hein, au soit peut-être de ses bêtises, au soit de ses... Mais quand même constate qu'il a encore donné, hein, il a encore donné à l'Afrique. Et le mal est là, c'est-à-dire vous avez une idée clairement de ce qui, aujourd'hui maintenant, ce qui agresse tous les États, c'est le terrorisme. Et ce n'est pas un terrorisme, en fait, avec des objectifs pertinents, en fait. C'est que c'est un terrorisme dangereux, c'est du mercenariat, en fait. Et sans programme économique, non, ils ont l'agenda économique. Ils ont l'agenda économique pour déstabiliser la première partie de ce débat. Nous allons donc vous retrouver dans un instant pour parler de la République démocratique du Congo. Mais avant, nous retrouvons ce qui fait l'actualité sur le continent.
L'Éthiopie subit la plus grave sécheresse depuis 30 ans et a besoin de soutien immédiat pour sauver des millions de personnes affectées. A mis en garde dimanche le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. La sécheresse a fait augmenter considérablement le nombre de personnes touchées par la famine en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie. En Égypte, 2 policiers et 2 militaires ont été tués dimanche dans 2 attaques à la bombe dans le Sinaï, ont indiqué les responsables de la sécurité. Les militaires et la police sont la cible d'attaques djihadistes dans le nord de la péninsule du Sinaï, bastion de la branche égyptienne du groupe État islamique. Amnesty International s'est insurgé lundi contre la réintégration dans l'armée nigériane d'un général soupçonné par l'ONG d'être responsable du meurtre de milliers de prisonniers dans le cadre de la lutte contre le mouvement islamiste Boko Haram. Voilà, vous êtes bel et bien sur Sika TV, l'émission Angle de vue. Mes invités n'ont pas changé. Ils ont nom Almed Garaho, juriste, également spécialiste des questions de droits de l'homme, et Hébert Wimbo, directeur de publication du quotidien L'éditorial. Alors, ils sont également avec moi et nous allons parler donc du deuxième sujet qui fait donc débat sur cette émission. Nous retrouvons tout de suite la transition. Alors que la classe politique attend l'organisation du dialogue politique pour aplanir les divergences, les autorités congolaises ont annoncé le lancement d'une opération de révision du fichier électoral qui risque de rendre impossible la prochaine élection présidentielle en 2016, comme le prévoit la Constitution de la République démocratique du Congo. Hébert Wimbo, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette attitude du président Kabila et son gouvernement, alors qu'on sait très bien que ce processus est parti pour durer quand même des mois? Se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir et perpétuer l'appui nous c'est nous et continuer à gouverner. Lui n'a jamais dit après nous c'est nous. Non, c'est une manière de dire que en se maintenant au pouvoir avec son équipe, ils veulent toujours perpétuer une politique donnée sans une approbation réelle et ordonnée du peuple. Et je pense que le président Kabila avait déjà annoncé ses velléités depuis, des velléités contraintes par l'opposition, par des manifestations, mais il semble être ragaillardi, requinqué, relooké par ce qui se passe de l'autre côté de la rive, avec le président Denis Sassou Nguesso, où il aperçoit qu'il y a certains, s'ils jouent bien le rôle, peuvent être autorisés à faire un mandat. A-t-il perçu, ciblé, circonscrit la filière, le tuyau, pour se maintenir au pouvoir du côté de Paris ou de Bruxelles? Il me semble qu'il avance à pas très sûr. Il est convaincu que ça se passera comme ce fut le cas au Congo voisin. Et donc, c'est si simple. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Kabila veut rester au pouvoir parce qu'il estime que c'est possible. Ça a été fait là-bas avec la bénédiction des puissances occidentales qui ont tergiversé, mais qui ont finalement donné le feu vert à Sassou Nguesso. Et donc, de ce côté, lui aussi, il peut le faire. Kabila veut se maintenir au pouvoir. C'est votre avis sur cette volonté de réviser le fichier électoral. Mais depuis 2011, quand le président a été élu avec ce même fichier, contesté par les opposants, le pouvoir congolais n'avait-il pas la possibilité de lancer en même temps la correction de ce fichier-là? Ralmeng. Oui, il y a eu quand même assez de polémiques en RDC sur cette affaire de fichier électoral. Ils reviennent souvent sur la question de la nationalité. La question de la nationalité, ça a fait l'objet de polémiques parce qu'ils estiment qu'avant d'établir, en fait, l'immixtion du gouvernement dans l'établissement du fichier électoral n'est pas de nature à rassurer en fait les opposants. Mais dans le même temps, les opposants et le gouvernement se justifient en disant mais avant qu'un organe indépendant n'établisse cette liste, tout ça là, il faut quand même que nous étions dans le processus en rassurant que tels sont des citoyens congolais
Et à partir de là, maintenant, vous pourriez. Mais l'opposition estime que déjà, par ce processus-là, c'est déjà une brèche qui est ouverte pour la fraude, ainsi de suite. Donc, il y a des polémiques, il y a une polémique autour, mais au-delà, en fait, de la polémique de la liste, c'est-à-dire, Kabila... Est-ce que vous voyez aujourd'hui un impact de cette initiative-là sur le dialogue politique en vue? Non, il n'y a pas de dialogue politique possible. Le président Kabila a convoqué quand même le dialogue politique. Il n'y a pas de dialogue politique possible en RDC, parce que le dialogue, c'est exactement ce qui se fait au Bénin, en fait. Le dialogue se fait entre des personnes qui ont... Si vous me dites maintenant que oui, Étienne Tshisekedi est vraiment en face comme leader de l'opposition actuellement et s'oppose, c'est-à-dire sérieusement à Kabila, c'est différent. Mais actuellement, Kabila a en face de lui un ancien copain à lui, c'est-à-dire Moïse Katumbi Chapoué, un ancien copain à lui qui finalement maintenant s'impose comme en fait le monsieur de l'alternance possible, ce qui est une catastrophe. C'est-à-dire c'est ce qu'il ne faut pas accepter en fait dans le contexte. Ça se passe aussi aujourd'hui maintenant au Bénin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas côtoyer un système pendant longtemps fait avec, et à la veille d'une élection, vous révélez comme en fait un opposant bon de nouvelle génération. Et donc, ça, un dialogue politique pareil, et en RDC, pas un dialogue politique, non. C'est-à-dire que je ne conçois pas que ce soit un dialogue politique. C'est des copains. Katumbi Moïse Chapoué sait ce que Joseph lui reproche. Joseph sait ce qu'il lui reproche. C'est un jeu de copains. Et donc, moi, je serai à la place d'autres opposants aussi que peut-être je ne vais pas asseoir à table. Parce que je ne sais pas comment ça se fait quand on connaît la surface financière de Moïse Katumbi Chapoué et quand on sait sa boulimie du pouvoir, quand on a revisité un peu sa gestion de la fameuse province de Katanga, on a vraiment une idée de ce que c'est-à-dire la soif du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, tout sauf dit quand même que le problème de l'alternative dont les Congolais ont soif, c'est Katumbi Chapoué qui l'incarne. Mais non, on rêve. On n'est pas dans un contexte de dialogue politique. L'opposition doit se ressaisir en RDC, reprendre ses prérogatives et faire comprendre que oui, nous sommes là, nous avons telle vision depuis des années pour la RDC, nous sommes positionnés. Mais c'est-à-dire, le fait pour eux de se laisser vassaliser très facilement par Moïse Katumbi Chapoué, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de dialogue politique en RDC. C'est un jeu d'amis. Le processus va démarrer le 10 février si tout va bien et va durer 13 mois. Pendant ce temps, je crois que le mandat du président Kabila serait déjà arrivé à terme puisque c'est en décembre 2016. Qu'est-ce qui va se passer? Vous notez là une impasse? Une impasse, non, il n'y a pas d'impasse. Vous savez, chaque constitution trouve les moyens, sans doute, je ne connais pas la constitution de la RDC, pour régler un peu ces problèmes. Parce que là, nous entrons dans une situation d'exception. Une situation d'exception, le Conseil constitutionnel constatera que le fichier est toujours en train d'être audité. Donc, il faut nécessairement accorder une transition. Et donc, allonger le mandat du président de la République pour continuer. Mais pour cela, il faut un consensus politique. Et ce consensus politique, on peut l'obtenir face à une opposition pas très solide. Les oppositions africaines n'ont pas les moyens en réalité de faire cette opposition. Ils sont, parce que n'ayant pas vraiment des militants convaincus, n'ayant pas des structures organisées en réalité. Et donc pour le cas de la RDC, eh bien oui, nous entrons dans l'impasse, mais impasse que le juge constitutionnel congolais trouvera, n'est-ce pas, les moyens pour contrer l'impasse. Parce que si on audite le fichier électoral, il faut permettre à ce que l'État puisse continuer. Et il y a la continuité du service public, il y a le chef de l'État qui doit continuer, et ainsi de suite, face à une assemblée où il règne en même temps. Vous semblez pointer du doigt l'opposition qui pratiquement ne joue pas son rôle. Mais lorsque vous avez en face de vous un pouvoir qui a donné tous les moyens aux forces de sécurité pour réprimer toute opposition, est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise peut jouer un rôle? Non, je ne dis pas que l'opposition n'a pas les moyens de jouer pleinement. Oui, mais lorsque vous parlez par exemple de militants et autres ça, c'est la plupart des partis. C'est ça, il faut une réorganisation. Celui qui est au pouvoir, il a les moyens de l'État. Les moyens de l'État, on l'utilise abondamment. Il dispose de l'administration. Et le fonctionnaire africain, en réalité, il est tourné vers le pouvoir, le fonctionnaire africain. Le fonctionnaire africain n'est pas si libre, n'est pas indépendant. Il est tout le temps en train de sauvegarder les petits postes, les petits avantages. Et ils ne veulent pas parler, ils n'ont pas d'opinion, on ne va pas dire. C'est partout en Afrique.
Et donc, il dispose de l'administration. Il dispose réellement de l'administration. Et vous venez d'ailleurs d'un pays dont le président a montré qu'on peut utiliser à fond le pouvoir. Mais nous avons un même pays en commun, le Bénin. Almeg Ganaho, vous estimez qu'en République démocratique du Congo, on ne peut pas parler de dialogue politique parce que c'est pratiquement un jeu de copains. Mais qu'à cela ne tienne, les élections, vous pensez quand même qu'on doit pouvoir les organiser à bonne date. Et les Nations Unies, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement de la République démocratique du Congo sont engagés à financer ce processus si tant est qu'ils respectent les normes constitutionnelles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce processus-là? Respect des normes constitutionnelles tout au moins. Oui. Parce que la tenue des élections, au moins à bonne date, c'est fin décembre 2016. Mais avec la correction du fichier électoral, on va au-delà. Non, je crois que là encore, début, il y aura du travail. Début, il y aura du travail à ce niveau-là. Parce que l'année 2016 est une année vraiment où le continent africain devra connaître de grandes échéances assorties d'alternance possible. Et il est question aussi pour Déby, qui n'a pas aussi passé élogieux en cette matière, il est question pour Déby quand même aussi d'avoir une fine diplomatie pour dialoguer avec Kabila. Moi, je pense que déjà à l'étape actuelle, les positions sont un peu braquées entre Kabila et la communauté internationale. Et Katumbi paraît beaucoup plus comme étant le pignon désormais choisi de la communauté internationale. Et donc, si vous percevez Kabila braqué comme ça, je pense qu'il faut aussi une approche de dialogue avec lui. Pour autant que jusque-là, il ne soit pas encore inscrit dans une logique de violence accrue et de menaces sur l'intégrité corporelle des citoyens. Ah mais attention, le mercredi déjà, les Nations Unies sont montées au créneau pour dénoncer les exacerbations des violences, surtout les violences des droits de l'homme. Oui, il y a une nuance qu'il faudra aussi intégrer. C'est-à-dire que ce n'est toujours pas aussi légitime en fait que de soulever la population et de manipuler la population, d'installer en fait un petit chaos entre griffes et à partir de là aussi responsabiliser aussi le gouvernement. Vous savez ce qui se passe, même parlant de Burundi aussi au départ, il y a bien de reproches qu'on pourrait aussi faire à l'opposition sur certaines questions. C'est-à-dire qu'il est important de conserver, d'accorder aux dirigeants une certaine légitimité à conduire le processus en fait de démocratisation. Et je ne vois pas tout de suite en fait la pertinence que ce soit... Parce que vous savez, c'est complexe, hein, c'est un relent politique. C'est un relent politique et la position de Katumbi Tchapoué, c'est une équation vraiment que Kabila aura du mal à résoudre et qui pourrait même l'amener à perdre de l'objectivité dans la conduite du dossier. Et puis, nous sommes africains, nous savons très bien le contexte de la RDC. Je pense que monsieur, il faut trop tôt déjà commencer à discuter avec lui pour lui faire comprendre que oui, fait l'effort d'organiser les élections, mais il connaît aussi la force de frappe de Katumbi Tchapoué. Et donc, s'il laisse le processus entre conduire... les deux hommes, Herbert, oui, c'est un combat annoncé. De cette émission, les Nations Unies, à la veille de ce processus, par exemple, très déterminant dans ce pays, crient aux violations flagrantes des droits de l'homme et que la courbe serait d'ailleurs ascendante. Comment entrevoyez-vous, ou bien quelle lecture faites-vous, ou rapport établissez-vous entre cette position des Nations Unies par rapport aux violations des droits de l'homme et le processus électoral en cours dans le pays? Oui, ce n'est pas pour la première fois que les droits de l'homme sont violés violemment en RDC. Et la RDC, il faut essayer de l'analyser avec beaucoup de hauteur. Vraiment. En ce sens que il ne s'agit pas de l'alternance pour l'alternance. Nous devons tirer leçon, n'est-ce pas, de ces pays-là qui sont un continent où l'autorité de l'État est pratiquement écartelée. Il faut réinventer en réalité là-bas l'État. Il faut réinventer l'État congolais. Et dans Katanga, il y a trop de problèmes de gouvernance. Et donc, en fonction de cela, il ne s'agit pas d'appliquer une démocratie occidentale.
Je pense qu'il faut intégrer pour l'avenir. Herbert Wimbo, directeur de publication du quotidien L'éditorial. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et partagé donc vos points de vue avec nos téléspectateurs. Ahmed Ganaro, même remerciement à vous pour avoir honoré cet engagement. L'émission Angle de vue de ce lundi 1er février 2016 s'est terminée. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.